Bien, bonjour à tous, j'espère que cette petite vidéo va fonctionner. Donc je la fais depuis mon portable et donc voilà, j'espère que ça va marcher et que je vais pas me louper pour vous enregistrer donc ce dernier cours de culture générale de l'année et donc de notre parcours de 2 ans pour votre BTS final. Voilà, donc cette dernière partie de cours, vous le voyez, elle se situe sur votre PowerPoint de cours numéro 5 qui s'intitule donc La musique, les origines et les styles vers une définition fonctionnelle d'une expérience individuelle et collective. Et vous verrez, ça nous permettra de réviser un certain nombre de notions qu'on a déjà vues voilà, depuis qu'on travaille sur la musique et puis de les approfondir un petit peu plus et notamment d'aller questionner l'expérience de l'individu et l'expérience en collectif, en groupe de la musique. Voilà. Donc je suis maintenant sur la slide numéro 2 et je vais vous commenter rapidement le plan général de ce PowerPoint. Donc, concernant l'introduction, donc sur le thème de la musique, nous l'avons fait sur le PowerPoint numéro 4 et maintenant nous poursuivons ce parcours avec donc la partie numéro 2 qui revient sur les origines et les styles musicaux à travers les arts et les sciences pour pouvoir ensuite faire un croisement avec l'histoire de la musique. À ce propos, je vous renvoie au support de fiches focus que je vous ai faite sur musique et vitesse d'une part et sur la fiche focus de la musique avant toute chose d'autre part. Voilà, on y reviendra tout à l'heure dans la suite du cours. Troisième partie sur les musiques du monde. Quatrième partie sur la fonction de la musique à travers donc les deux expériences, l'expérience individuelle et professionnelle de la musique d'une part, qui nous permettra de revenir sur les partenariats pédagogiques avec le chanteur HK et avec la musicienne accordéoniste Elsa Hill. Et puis bien sûr aussi petit clin d'œil à vos fiches focus, sans oublier les différents TD et notamment le TD7 sur les émotions musicales et le silence, et sur ensuite l'expérience collective et sociale de la musique à travers donc toujours ces fiches focus et puis les derniers TD sur la musique et les politiques en TD8 et les musiques du monde à travers la question de la musique de masse dans le TD9. Voilà, et puis je vous ferai une petite conclusion générale sur ce thème de la musique. Je suis maintenant sur la slide numéro 3, qui correspond à la partie 2 sur les origines et les styles de la musique. Donc petit rappel, on l'a vu depuis le début, la musique, elle fait partie de l'histoire de l'humanité, elle est présente à tous les âges, à toutes les périodes, et elle fait véritablement partie de la civilisation humaine, puisque notre voix, d'abord, est le premier instrument de musique qui nous a toujours accompagnés, et la preuve de cet accompagnement et de l'importance de la musique dans nos vies, c'est le fait que les grands mythes et donc les grands auteurs antiques ont décidé de mobiliser cette thématique au travers de ces récits mythologiques, ces récits anciens, pour expliquer l'origine de l'homme. Alors, pour poser les bases de ce nouveau PowerPoint et faire des petits rappels, je n'ai pas pu résister, je vous ai mis la définition du Larousse de la musique qui nous dit que la musique est un art et une activité culturelle qui consiste à combiner des sons et des silences. Ça, vous l'avez vu au travers de votre BTS blanc numéro 3. Et donc, on combine ces sons et ces silences au cours du temps. Les ingrédients principaux de la musique sont le rythme, la hauteur, les nuances et le timbre. Par rapport à ces notions, eh bien, je vous renvoie d'une part à la fiche lexique et citation que je vous ai donnée aussi par mail qui vous permet de travailler ce vocabulaire, de le compléter si vous ne le connaissez pas, et puis de regarder les citations qui sont associées à ce lexique, sachant que je vous conseille d'en apprendre au moins 3 à 5 citations par thème, 3 à 5 citations sur la musique d'une part, 3 à 5 citations sur le thème de la vitesse, donc vitesse
plus lenteur. N'oubliez pas, hein, dans le thème de la vitesse, il y a les deux pans, il y a la vitesse bien sûr, mais aussi le côté lenteur. Donc essayez de travailler ces trois pans thématiques à travers ces citations et de les apprendre en vue de votre épreuve de culture générale, notamment pour la partie 2 sur l'écriture personnelle. Voilà, donc je continue à commenter cette définition. La musique est aujourd'hui considérée comme une forme de poésie moderne. Là aussi, on l'a travaillé à travers le BTS Blanc numéro 3 et puis je vous renverrai aussi au TD6 qui portait sur cette thématique de la poésie. Je vous donnerai les corrigés de tous les TD6, 7, 8 et 9 d'ici la fin du mois d'avril au plus tard pour que vous puissiez les consulter et les travailler. Je termine cette définition. La musique donne lieu à des créations et des représentations. Alors là aussi, je vous fais une petite parenthèse. La notion de création peut être importante à travailler parce qu'elle croise vos deux thématiques, à la fois la vitesse. Pourquoi ? Parce que la création, ça demande du temps, ça demande du travail, un petit peu comme la découverte scientifique. Donc ça pourrait être une façon d'aborder la vitesse. Et puis bien sûr, pour la musique, la création artistique, la création musicale est essentielle dans ce domaine-là et mérite d'être creusée un petit peu si vous avez le temps. D'autant plus que, ayant participé à une correction de concours pour des exercices de synthèse, donc pour des étudiants en concours, eh bien, le thème qui est tombé, c'était la création. Donc peut-être que ça serait intéressant de vous y pencher également au cas où. Bien sûr, je n'ai pas de boule de cristal, je ne sais pas sur quoi tombera votre épreuve, ni si vous le passerez en contrôle continu ou en travail sur table, mais voilà, petite info qui pourrait potentiellement être utile et dans tous les cas, réfléchir à ces différentes sous-thématiques ne peuvent que vous servir et vous faire du bien puisque tout ce qu'on réfléchit en amont nous fait gagner du temps le jour J. Voilà. Donc j'avance dans le commentaire de cette slide numéro 3. Je vous ai mis également des petits sites complémentaires sur les genres et les styles musicaux. Notamment donc un site sur les styles musicaux qui vous permettra de consulter plus avant cette thématique si vous ne l'avez pas déjà travaillé dans vos exposés, et puis un deuxième site sur le post-style et la musique post-style qui est une évolution des styles musicaux au travers du temps, ce qui est aussi intéressant à regarder pour compléter donc ce cours. Voilà pour la slide numéro 3. Alors j'arrive sur la slide numéro 4. À présent, qu'est-ce que je peux vous dire ? Donc je vous ai mis cette slide plus pour le côté ludique et pour vous montrer que finalement les styles musicaux sont extrêmement nombreux, sont extrêmement variés, sont extrêmement vastes. Cette slide représente en fait la répartition des styles sous forme d'une sorte de carte des transports, transport en commun, carte de métro potentiellement. Et donc si vous regardez en détail et si vous zoomez un petit peu plus sur cette slide, vous verrez en bas à gauche qu'il y a une légende par rapport aux couleurs qui sont utilisées. Et donc pour vous le commenter un tout petit peu, vous voyez qu'il y a la soul en marron, le reggae en rouge, en jaune vous avez la pop, en rose vous avez l'électronique, en bleu vous avez le funk. Et donc ce code couleur vous permet de voir à la fois l'évolution des genres musicaux et puis aussi leurs points communs, leurs croisements au cours du temps et au cours de leur développement particulier. Voilà, donc c'était simplement à titre illustratif et pour insister sur le fait que la musique est extrêmement variée. J'en arrive à la slide numéro 5 qui correspond donc à un sous-plan de cette partie sur les styles musicaux à travers les arts et les sciences et aussi à travers l'histoire de la musique. Donc ce sous-plan est le suivant, vous voyez en petite A, en première sous-partie, vous avez les arts et les lettres, et on va travailler rapidement la thématique de la musique et de la littérature.
pour ensuite passer à la musique vis-à-vis de la peinture. En troisième, nous irons consulter le rapport entre théâtre et musique au travers de la question de la naissance de l'opéra. Quatrième sous-point, nous aborderons la question de la danse à travers la notion de ballet, puis nous évoluerons vers la comédie musicale, enfin nous regarderons les rapports de la musique vis-à-vis du cinéma et vis-à-vis des médias en septième point. Deuxième sous-partie, les sciences et la culture. Pour cela, nous irons voir un petit peu du côté de la santé et regarder les rapports entre musique et thérapeutique. Pour cela, nous verrons en neuvième point l'exemple d'un livre d'un auteur qui s'appelle David Christoffel, qui travaille à France Musique, à la radio, et qui est musicologue et écrivain d'opéra, qui a aussi travaillé sur l'aspect thérapeutique, l'aspect de soins que peut représenter la musique. Et donc je vous ai fait un petit résumé de cette référence livresque. Troisième et dernière sous-partie par rapport à l'histoire de la musique. Et là, je vous renvoie aux fiches focus, aux 2 fiches focus, et notamment à la dernière sur la musique avant toute chose, puisque c'est dans cette fiche que je travaille plus en détail l'expérience individuelle et l'expérience collective de la musique. Et donc ces fiches, toutes ces fiches focus sont à apprendre. Et bien sûr, si vous avez des questions dessus, s'il y a des points que vous ne comprenez pas, je suis à votre disposition pour en discuter et pour répondre à toutes vos interrogations. 11e point, je vous renvoie également à tous vos exposés sur la musique, puisque ces exposés, je les ai corrigés, je les ai écoutés pour ceux qui sont passés à l'oral, et donc ils constituent un élément important à travailler, à apprendre, à consulter pour avancer dans votre cours. Voilà. Pour cette slide numéro 5. Dans la slide numéro 6, je vous ai mis une petite illustration par rapport à cette sous-thématique de la musique vis-à-vis des arts et des lettres, et je vous ai choisi une peinture de Nicolas Régnier qui date de 1640, donc XVIIe siècle, qui s'intitule La divine inspiration de la musique et qui est située donc au County Museum of Art à Los Angeles. Désolée pour l'accent anglais un petit peu raté. Alors concrètement, au niveau de cette peinture, de cette toile, nous avons donc 2 demoiselles qui sont donc les personnages principaux de cette toile. Rappelez-vous, lorsqu'on décrit une image quelle qu'elle soit, on utilise la méthodologie par type de signe, et ici le signe que je mobilise, c'est le signe iconographique, à savoir les objets et les personnages qui animent cette image. Donc deux jeunes femmes qui sont en pleine discussion. L'une à droite au premier plan tient un violon entre ses mains et semble en jouer. La seconde qui est un petit peu en retrait mais qui est néanmoins au centre de la toile, donc regarde sa partenaire et semble en grande discussion avec elle en étant un tout petit peu dominante par sa position. Pourquoi ? Parce que du coup on voit bien son profil premièrement, et deuxièmement elle montre du doigt, elle pointe du doigt le ciel. Et donc ce geste peut être interprété de manière un petit peu dominante, un petit peu autoritaire par rapport à la musicienne avec son violon. On constate aussi en termes d'objets que donc ces 2 demoiselles discutent autour d'une sorte de table, que sur cette table il y a plusieurs types d'instruments et notamment des instruments à cordes. On peut deviner donc des violons, probablement une contrebasse et probablement une sorte de viol. Donc que des instruments à cordes qui renvoient à cette demoiselle de droite qui semble être musicienne. En termes de signes linguistiques, bien sûr je vous ai commenté le titre et l'auteur de cette toile. Donc on voit au niveau du titre qu'il s'agit de la divine inspiration de la musique. Donc ce qu'on a interprété au niveau des signes iconiques, au niveau des personnages, reste cohérent. On a l'idée de musique avec les instruments, avec la demoiselle qui joue du violon, et puis l'idée de l'inspiration divine avec la deuxième jeune femme qui pointe le ciel du doigt.
Et donc ce doigt levé renvoie aux sphères célestes, hein, à la notion divine de la musique et au fait que cette inspiration pourrait venir des dieux. Voilà. Autre petit détail, hein, par rapport à ces personnages et à leur comportement, on peut décrire leurs vêtements. Elles sont vêtues de manière assez chic, hein, on constate que la demoiselle de gauche, qui pointe du doigt, porte sur sa tête une sorte de couronne de laurier. Et ici, on a aussi un symbole en référence à la divinité et au fait que cette jeune demoiselle représente la victoire et la gloire, puisque le laurier a cette symbolique dans la mythologie traditionnelle. En termes de signes plastiques maintenant, donc le plastique en référence aux arts plastiques, c'est-à-dire tout ce qui est côté beauté, esthétisme de la toile en question, nous voyons donc que les couleurs sont assez chaleureuses, assez vives. On a du rouge, on a du rose pâle, on a du vert un petit peu doré, les instruments qui sont plutôt orangés en rappel avec la chevelure des deux demoiselles et qui renvoient également aux teintes du ciel en toile de fond derrière les instruments, puisqu'on voit un morceau de paysage avec des arbres un petit peu plus dans les tons de vert. Donc on voit que cette toile, elle est plutôt gaie, on va dire ça comme ça. Et on constate qu'il y a un contraste entre les vêtements et le teint de ces demoiselles qui ont un teint très pâle, hein, très blanc, très pur. Et donc cela permet de repérer leurs expressions faciales. Au niveau de l'expression faciale, on peut dire qu'elles sont en grande conversation puisqu'elles se regardent l'une l'autre bien en face et on voit que la demoiselle de gauche a quand même une forme d'ascendant puisque son regard descend, hein, en termes de direction vers la demoiselle qui tient le violon, donc vers la personnification de la musique, hein. Donc cette demoiselle avec le violon, c'est une personnification de la musique. Et en revanche, celle de gauche, c'est une personnification de la poésie. Comment on peut le deviner? Tout simplement en regardant le livre qu'elle tient dans ses mains. Il s'agit d'un recueil de poésie. En tout cas, ce qu'on peut affirmer, c'est que ce livre contient du texte, contrairement au livre pardon, qui est sur la viole. Donc cet instrument avec une sorte de calebasse, hein, à rayures, on voit que ce livre qui est ouvert comporte lui plutôt des notes et des partitions avec des portées, hein. Si on regarde bien, on le devine. Voilà, donc vous avez une représentation personnifiée de la musique à droite et de la poésie à gauche, et donc ces deux personnifications discutent en grand débat l'une avec l'autre, et on constate que l'une et l'autre prennent leur inspiration du ciel divin et que la poésie serait peut-être un petit peu dominante par rapport à la musique. De fait, on sait maintenant, après l'avoir travaillé dans le TD6 et dans le BTS Band numéro 3, que la musique fait partie du langage poétique. Donc la langue poétique contient la musique, ce qui explique aussi cette représentation un petit peu plus dominante de la poésie par cet artiste Nicolas Régnier en 1640. Voilà pour le petit commentaire de cette toile, et vous avez donc ce commentaire qui est écrit dans la slide numéro 7 que je vous laisserai donc regarder et lire en espérant que vous arriviez à lire la photo que j'avais prise pour cette slide. Voilà. Donc j'en arrive à la slide numéro 8. Il s'agit donc de la première sous-partie sur la musique et la littérature. Donc ce qu'on peut dire, c'est que depuis toujours, musique et littérature ont été un couple qui fonctionnait bien, et notamment à la période romantique. Vous voyez 1820-1910. Dans cette période, les compositeurs ont cherché de l'inspiration dans les grandes œuvres littéraires, notamment au travers de la référence à la nature, aux mythes et aux légendes médiévales. Donc médiéval, c'est ce qui renvoie au Moyen-Âge.
On peut prendre comme exemple les pièces de William Shakespeare, les poèmes de Goethe et de Byron, et par exemple montrer que cette époque du romantisme cherchait, à travers cette inspiration littéraire, à mettre en musique tous ces textes pour en montrer et en magnifier la beauté. Alors pour travailler un petit peu plus ces choses-là, je vous renvoie toujours au CD6 qui porte sur la musique et la poésie. Et puis en exemple, je vous ai cité le Rigoletto de Giuseppe Verdi, qui est tiré de la pièce de Victor Hugo, Le Roi s'amuse. Et donc vous avez le petit lien vers l'extrait de La Donna Immobilier, donc un extrait de Rigoletto. Voilà, donc je vous laisserai aller consulter ce lien YouTube pour découvrir ce Rigoletto. Qu'est-ce que je peux rajouter par rapport à musique et littérature? Eh bien, un point sur la chanson, puisque la mise en musique du texte littéraire prend la forme, bien sûr, de la chanson, et vous savez qu'on en a parlé dans le BTS Band numéro 3. Alors historiquement, donc ce passage en chanson provient du couple entre musique et poésie, et notamment la poésie allemande, à travers ce qu'on appelle les Lieds. Donc c'est le terme allemand pour désigner ces poésies mises en musique grâce à des parties instrumentales qui sont jouées au piano et qui ont permis de donner de la couleur, de la sonorité, de l'ampleur aux mots poétiques et aux phrases poétiques développées dans ces lieds. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on a développé la chanson à travers la littérature poétique allemande. Pourquoi on est allé chercher la poésie? Tout simplement parce que c'est un texte particulier qui permet de mettre en avant les passions humaines, et la musique a permis de décupler cet exposé des passions humaines. Et on peut citer comme exemple le plus emblématique de la chose le drame de Goethe qui s'appelle Faust. Et donc ce drame est composé de deux parties, donc dans ces deux parties, nous avons le héros Faust qui vend son âme au diable en échange d'une vie éternelle et d'un retour au plaisir terrestre pour finalement profiter au maximum de la vie. Et de nombreux compositeurs se sont emparés de cette légende de Faust, parce que y avait beaucoup d'amplitude passionnelle dans ce texte, et donc ça a eu beaucoup de succès auprès des compositeurs, notamment Hector Berlioz, qui a composé La damnation de Faust en 1846, et pour cette composition, il a utilisé 4 solistes, vous le voyez dans la slide numéro 8, avec un chœur, et du coup, ce drame a été découpé en 7 parties, 7 parties qui ont été accompagnées cette fois non plus d'un seul piano, mais d'un très grand orchestre, qui a permis de vraiment donner de l'ampleur au drame de Faust. Berlioz a dit à ce propos que donc le livre de Goethe l'avait fasciné. Il a dit: ce livre merveilleux m'a fasciné, je le lisais à table, au théâtre, dans la rue. Et donc pour compléter ce point, je vous ai mis un lien d'une émission sur France Culture qui s'appelle La Dispute, et vous avez donc différentes pièces de théâtre, dont La damnation de Faust de Berlioz, qui sont commentées dans cette émission de France Culture. Donc à vous aussi d'aller écouter cette émission si cela vous intéresse et si vous souhaitez compléter ce point. Au niveau du petit passage entre musique et peinture, alors pour aborder ce sous-point, il faut se placer non plus dans la période romantique, mais cette fois à la fin du 19e siècle. Pourquoi? Parce que c'est à ce moment-là que la musique européenne notamment s'est située à un carrefour de changement, et donc c'est à ce moment-là que la musique européenne a cherché du renouveau, parce que les traditions de composition et d'écriture musicale s'effondraient. On en avait un petit peu assez des harmonies classiques, et on cherchait donc une rupture vis-à-vis de ces anciennes formes
musicale et ses anciennes formes d'écriture musicale. C'est pourquoi donc la musique européenne a cherché un renouveau dans son inspiration, et ce renouveau, elle l'a trouvé dans la peinture, notamment dans la peinture impressionniste qui s'est développée en France à cette époque. L'impressionnisme, donc, c'est un courant artistique qui a vraiment nourri à la fois la musique, mais bien sûr, vous le savez, les arts. Et donc, vraiment, le maître mot, le principe de l'impressionnisme, que ce soit en art ou en musique, c'était de générer, de créer une atmosphère qui soit plus suggestive que réaliste. On s'éloigne en fait du réalisme et on cherche à faire allusion à une atmosphère, à pouvoir permettre à l'auditeur ou au spectateur de tableau d'imaginer une atmosphère, et donc de s'éloigner progressivement du réel et d'une représentation objective d'un paysage ou d'une atmosphère. Voilà. Et le but, c'est vraiment de raconter une histoire, non plus de manière objective, mais de manière beaucoup plus subjective. Et donc, vous le savez maintenant, la subjectivité, c'est ce qui renvoie directement à l'émotion. En clair, l'impressionnisme en musique, c'est la recherche des émotions les plus pures et les plus puissantes également, à travers cette nouvelle écriture musicale de la fin du 19e siècle. Pour compléter ce point, je me suis permise de vous mettre un lien d'une exposition en ligne où vous trouverez des toiles impressionnistes, et puis je vous propose de poursuivre un petit peu ce parcours dans l'impressionnisme grâce à deux compositeurs. Claude Debussy, qui est né en 1862 et qui est décédé en 1918, et ensuite Erik Satie, qui lui est né en 1875 et est décédé en 1937. Et également, on ira commenter un petit peu donc un groupe qui s'appelle le groupe des Six, qui a été créé en 1920 et qui découle finalement de ces impressionnistes que sont Claude Debussy et Erik Satie en particulier. Donc j'en arrive à la slide numéro 10 qui porte sur Claude Debussy. Debussy a dit à son éditeur Auguste Durand en 1907, je le cite, « La musique est de couleur et de temps rythmé ». Donc vous voyez, il y a vraiment, même dans ses paroles, une référence à la peinture et à la notion de couleur, sans oublier une notion musicale qui est le temps rythmé. Et donc vous voyez qu'il y a vraiment un couplage, un mariage entre peinture et musique chez Debussy. Alors, qui est Debussy d'abord ? Ce qu'il faut retenir du parcours de Claude Debussy, c'était d'abord que ses parents n'étaient pas musiciens. Néanmoins, ce fut grâce à sa tante qu'il a pris le piano au Conservatoire de Paris. Donc c'est quand même quelque chose de familial, même si ce n'est pas directement ses parents. Il était très doué, il a remporté le Grand Prix de Rome, toujours au piano, et ensuite cela lui a permis de partir étudier la musique en Italie. En 1888-1889, durant cette année, il a eu l'opportunité d'aller écouter de grands compositeurs, et notamment il a écouté pour la première fois Richard Wagner à Beyrouth. Et il a été captivé littéralement par les harmonies nouvelles de Richard Wagner, et donc par la puissance de composition de cet homme. Et donc à partir de ce moment-là, il a cherché à innover en permanence ses compositions musicales. Et pour la petite anecdote, il est mort d'un cancer à Paris alors qu'il jouait au piano un concert privé et que les Allemands bombardaient la ville. Voilà pour cette petite présentation de Debussy. Et donc, pour aller un petit peu plus loin, en termes d'inspiration et de sources d'influence, Debussy a utilisé principalement la nature, la littérature bien sûr, et la peinture bien évidemment, pour nourrir ses compositions et innover en termes d'écriture.
Alors qu'est-ce que ça donne comme type de morceau? Eh bien pour pouvoir l'écouter, je vous ai choisi le lien de Clair de Lune, qui est donc un morceau de Claude Debussy que vous pouvez écouter sur YouTube grâce au lien que je vous ai mis dans la slide numéro 10. Je passe maintenant à donc un second compositeur qu'on rattache à la période impressionniste, qui est Erik Satie. Erik Satie fut un compositeur et pianiste toujours solitaire, étrange et fascinant. Alors qui est-il plus précisément? Donc vous l'avez compris, c'était un pianiste. Il jouait au célèbre cabaret de Montmartre à Paris qui s'appelait Le Chat Noir. Ce cabaret était un lieu de rencontre très prisé des artistes de l'avant-garde, hein, de ce courant avant-gardiste du 19e siècle. Hein. Et en 1888, Satie a publié 3 morceaux pour piano qui sont restés fameuses dans l'histoire de la musique et dans les mélomanes de piano, qui s'appellent les 3 gymnopédies. Et ces 3 gymnopédies ont des harmonies particulières avec des répétitions de phrases musicales qui créent une sorte d'état de transe chez l'auditeur, potentiellement. Hein. En tout cas, ça se répète et ces harmonies créent quelque chose de particulier chez ceux qui l'écoutent. Et pour que vous puissiez le vérifier, eh bien, je vous ai mis aussi un lien YouTube vers ces 3 gymnopédies. Donc je vous invite à aller écouter ces morceaux. Voilà, donc pour cette présentation d'Erik Satie, par rapport à ses collaborations et à ses sources d'inspiration, on peut dire que Satie a collaboré en 1917 avec le poète Jean Cocteau, qui lui est né en 1889 et est décédé en 1963, et il a également collaboré avec le peintre célèbre, qui j'espère vous êtes connu, Pablo Picasso, qui lui est né en 1881 et est décédé en 1973. Il a collaboré donc avec Picasso pour réaliser un ballet qui s'appelle Parade. Et ce ballet a été repris ensuite par les troupes du ballet russe. Cette troupe est une compagnie de danseurs qui a été fondée par Serge Diaghilev, qui est donc un chorégraphe extrêmement célèbre aussi de cette période fin 19e, début 20e, puisque vous voyez qu'il est né en 1872 et qu'il est décédé en 1929. Par rapport maintenant au groupe des 6, dont je vous parlais tout à l'heure en introduction, ce groupe est né en 1920 et provient en fait d'un mouvement réactionnaire anti-impressionniste contre justement les démarches d'Erik Satie et de Jean Cocteau, puisque ce partenariat a vraiment généré des réticences et des contre-courants de la part de 6 compositeurs qui se sont donc regroupés dans ce groupe des 6. Et je vous ai mis leurs noms. Il s'agit de G. Auric, de L. Dupré, de Arthur Ogner, de Demilo, de F. Poulenc et de G pour Germaine. Et je vous ai mis Germaine parce que c'était la seule femme du groupe, Germaine Taillefer. Voilà, pour être précise au niveau des noms de ces compositeurs anti-impressionnistes. Pourquoi ils étaient anti-impressionnistes et anti-Erik Satie? Tout simplement parce que pour eux, la musique se devait d'être la plus sobre, la plus linéaire et la plus moderne possible, la modernité étant à leurs yeux le retour finalement à une harmonie plus classique, contrairement à ce que proposait Erik Satie et aussi donc Debussy, hein, puisque Debussy est l'initiateur de ce mouvement impressionniste en musique. Voilà pour ce deuxième compositeur, Erik Satie. Et pour compléter cette slide numéro 11, je vous ai mis d'une part le portrait d'Erik Satie en bas à droite et également une petite émission toujours de France Culture
sur la vie et l'œuvre d'Éric Satie, qui s'appelle Comme un rossignol qui a mal aux dents. Donc j'espère que ça vous donnera envie d'aller écouter au moins en partie cette émission de France Culture grâce au lien URL que je vous ai mis sur la slide 11. J'en arrive à la slide 12, qui est un exemple, vous voyez, autour du Chat Noir, donc ce fameux cabaret où jouait Éric Satie. Et en fait, il s'agit d'une toile qui représente ce cabaret, le Chat Noir. Cette toile, elle a été peinte par Adolphe Willett en 1884 et elle s'appelle Parce Domine, donc ça signifie en latin Seigneur pardonne. Et donc ce peintre a voulu représenter la gaieté, l'effervescence musicale, artistique, populaire de ce cabaret. Pourquoi ? Parce que vous le voyez, il y a énormément de personnages dans une sorte de tourbillon qui sont très très proches les uns des autres au centre de la toile. Ces personnages sont en train de voler, puisqu'on se retrouve face à un ciel bleu, n'est-ce pas ? En toile de fond à droite, dans le coin à droite, vous avez le moulin à vent typique du cabaret montmartrois. Et en toile de fond également, derrière la foule, vous avez une esquisse du théâtre de Montmartre. Si vous regardez bien, on devine les balcons de ce théâtre. Au niveau des personnages, vous avez un mouvement festif très visible au travers des jambes et des robes des danseurs et autres qui donc virevoltent. Vous avez donc une danseuse de cabaret avec ses bas bleus sur le devant. Vous avez un couple qui danse avec des ailes pour montrer qu'ils sont très souples. Et vous avez également un certain nombre de musiciens et en particulier vous avez une joueuse de guitare au centre de la toile également qui montre à la fois le côté artiste, le côté cabaret et le côté musique de ce rendez-vous de l'avant-garde parisienne. Voilà, et donc vraiment c'était un endroit où les impressionnistes se rendaient très très souvent pour échanger et pour collaborer les uns avec les autres. Voilà pour cette slide numéro 12. Dans la slide numéro 13, je vous ai mis à titre de complément les paroles de la Parce Domine, puisqu'il s'agit d'une chanson également. Et donc vous avez les paroles de cette chanson. Si vous avez envie de les regarder, n'hésitez pas à le lire. Ça peut toujours être intéressant pour compléter ce point. J'en arrive à la slide 14 et à notre troisième sous-partie en rapport avec la musique et le théâtre et notamment la naissance de l'opéra. Alors, je n'ai pas pu résister dans cette slide. Pour la commencer, je vous ai cité la définition de Georges Bernard Shaw sur l'opéra. Et donc il nous dit que l'opéra, c'est l'histoire d'un ténor et d'une soprano qui veulent faire l'amour mais qui en sont empêchés par un baryton. Et j'ai trouvé que c'était assez ludique, assez rigolo de mettre dans une même citation les trois auteurs de chanteurs d'opéra, le ténor, le baryton et la soprano. Donc vous voyez, les hommes c'est ténor et baryton, le ténor étant plus aigu que le baryton et la soprano étant une chanteuse dans les registres aigus. Voilà, et donc on voit que l'opéra reste quand même très très lié aux sentiments et aux émotions, puisque Georges Bernard Shaw nous dit que c'est une histoire d'amour entre ces différents chanteurs. Alors au niveau de l'histoire de l'opéra est né en Italie au XVIe siècle à travers ce qu'on appelle l'intermédio. En fait, l'intermédio, c'est l'origine de l'opéra. Ce n'est pas encore de l'opéra, c'est un divertissement qui est conçu pour les cours d'Europe et qui est destiné à accompagner une pièce de théâtre. La différence avec l'opéra, c'est qu'à l'opéra, le drame est chanté dans une mélodie qui imite le rythme naturel du discours. C'est ce qu'on appelle en opéra
le récitatif, la partie de récit chantée mais qui suit le rythme naturel de la voix et qui est accompagnée d'une ligne mélodique faite par un luth, un clavecin, une harpe ou éventuellement une viole. Donc c'est cette sorte de guitare arrondie qu'on avait vu tout à l'heure sur la toile à propos de la divine inspiration de la musique. Et donc vous voyez que cet opéra est inspiré de la mythologie, d'accord? Ce qui n'est pas forcément le cas de l'intermédio. L'opéra a en lui-même un ensemble de paradoxes. Premier paradoxe qui provient de son origine de l'intermédio, c'est que c'est avant tout un divertissement. Et c'est pour cela qu'il a été conçu. Néanmoins, ce divertissement a quand même un sens très profond. Et là est le paradoxe parce que l'opéra nous offre une meilleure compréhension des hommes, de leurs passions, de leurs émotions et de leur comportement. Comment on arrive à saisir ces subtilités passionnelles, émotionnelles et comportementales de l'homme dans l'opéra? Eh bien, par la réunion de la musique, du théâtre et du chant. En conclusion, on peut définir l'opéra comme étant le premier multimédia des arts, puisqu'il rassemble trois domaines artistiques, la musique, le théâtre et le chant. En tant que tel, il est unique. Il n'y a aucun autre art que l'opéra qui réunit différents domaines artistiques comme il peut le faire. Voilà. En termes de composantes maintenant, l'opéra se compose de différents éléments. Je vous les ai listés dans la slide 14. Il s'agit d'abord d'une histoire musicale. On raconte quelque chose en musique à travers, on l'a vu tout à l'heure, potentiellement des textes littéraires comme les Lieds allemands, et je vous renvoie à ce que j'ai dit tout à l'heure. Cette histoire musicale a aussi forcément, puisqu'elle est récit, elle comporte un contexte et elle comporte une certaine langue, d'accord? Tous les opéras ne sont pas écrits dans la même langue. Ensuite, quatrième composante, eh bien, elle nécessite des compositeurs, des personnages, des chanteurs et forcément un scénario qui permet de relier l'histoire musicale, le contexte, la langue, les compositeurs, les personnages et les chanteurs. Ce scénario, il peut être de toute nature. Il peut être parfois ridicule, un petit peu absurde, un petit peu foufou, puisqu'on est quand même dans les origines de l'opéra et donc on dérive bien de l'intermédio et en tant que tel, on a plutôt un registre un petit peu foufou. D'accord ? On peut faire donc un petit point complémentaire en insistant sur le fait que l'opéra combine le théâtre et la musique. Ça permet d'amplifier les émotions par la puissance de la voix humaine. Cette puissance, elle est naturelle, elle n'est pas artificielle, elle n'est pas amplifiée artificiellement. Et donc, c'est cette authenticité de la puissance de la voix humaine portée par l'opéra à travers la musique, le théâtre et le chant qui font que ce langage d'opéra nous va droit au cœur et nous permet d'expérimenter un certain nombre d'émotions, depuis leur plus grande puissance jusqu'à leur plus grande futilité, et donc ça nous permet de rentrer de manière intime dans les secrets des êtres humains, dans le secret des personnages bien sûr, et de mettre en avant cette flamboyance de la scène d'opéra. Voilà pour ce petit point. En termes de particularité de l'opéra, qui est à la fois sa spécificité mais aussi son côté universel, pour ceux et celles qui auraient déjà assisté à un opéra, peut-être à l'Auditorium de Lyon ou autre, vous le savez, il n'est pas nécessaire de connaître la langue dans laquelle l'opéra que vous regardez est chanté.
pour comprendre, sentir et être touché par les personnages et les émotions qu'ils peuvent nous faire ressentir. On n'a pas besoin de connaître ni l'allemand, ni l'italien ou autre pour pouvoir ressentir ces émotions. Ces émotions, quelles sont-elles? Je vous les ai citées. On a la joie, la passion, la perte, la colère, la jalousie, la peur, la mélancolie, l'espoir, le désespoir, la déception, la solitude, etc. On passe vraiment des plus sombres émotions aux plus joyeuses. Voilà pour cette slide numéro 14. Je passe maintenant à la slide numéro 15 qui continue un petit peu à développer ce point sur l'opéra. Quand on regarde un petit peu plus en détail les structures de l'opéra et la manière dont un opéra se compose, se construit, s'écrit au niveau du texte et au niveau de la partie musicale, eh bien, on doit parler de deux personnes en particulier. Première personne, celui qu'on appelle le librettiste. Le librettiste, il s'agit en fait de la personne qui va mettre en musique les vers poétiques des textes originaux pour ensuite créer ce qu'on appelle un livret en prose. Ce livret, la plupart du temps, il nous est donné lorsqu'on va assister à un opéra de type poétique, ce qui permet aux spectateurs de suivre l'évolution de l'histoire racontée dans le spectacle d'opéra auquel elle assiste. Néanmoins, le travail du librettiste ne se résume pas uniquement à mettre de la musique sur ces fameuses répliques en prose de la pièce. En fait, il va avoir aussi pour rôle de créer une dynamique cohérente entre le contenu de la pièce de théâtre au niveau de l'écriture, au niveau du texte, et la musique. Parce que finalement, vous vous en doutez, le texte est souvent beaucoup plus long, etc., beaucoup plus complexe que la musique. Et donc, il va falloir ajuster les phrases musicales à ce texte d'origine pour éviter les fameuses répétitions qui pourrait y avoir si on laissait le texte dans sa longueur initiale et si du coup le librettiste n'était pas en capacité de faire coller, de faire entrer en cohérence le texte original avec la musique qu'il compose. Voilà. Alors, une petite précision. Le livret qui est produit par le librettiste n'est pas forcément donné tout de suite au compositeur, celui qui écrit la musique. Et en fait, il n'est pas rare que le compositeur, donc le musicien, exige du librettiste qui lui gère la partie écrite, la partie de réécriture de la pièce d'origine. Eh bien, il n'est pas rare que le compositeur exige du librettiste des changements au fur et à mesure que le musicien compose, de manière à ce qu'il y ait vraiment cohérence entre le texte et la musique produite. Voilà pour la définition du librettiste et son travail en collaboration avec le musicien. Parfois, le librettiste est aussi le compositeur, mais parfois, les deux tâches sont séparées. Voilà. Donc, pensez bien que le librettiste, c'est celui qui travaille sur le côté livresque, le côté texte, et le compositeur va l'accompagner pour venir donc produire la musique qui va coller au texte du librettiste. Voilà pour ce premier professionnel de l'opéra. Deuxième professionnel sur lequel je voulais revenir avec vous, c'est le professionnel ou la professionnelle essentielle de l'opéra, c'est la vedette. Alors, ce concept de vedette, aussi appelé vedettariat, comme vous voyez sur la slide numéro 15, eh bien c'est un concept qui est aussi vieux que l'opéra lui-même. Pourquoi c'est aussi vieux que l'opéra? Tout simplement parce que les impresarios du XVIIe siècle
ont vite compris l'intérêt du culte de la personnalité qu'on pouvait attribuer aux chanteurs d'opéra qui avaient une voix exceptionnelle et qui permettaient de remplir les salles de spectateurs à coup sûr. Et finalement, c'est dès 1660 que donc le concept de chanteur étoile est né en Italie. Et pour la petite anecdote, il n'était pas rare, déjà à cette époque, que le chanteur étoile soit reconnu et donc soit donc payé bien plus cher que les compositeurs eux-mêmes. Pour la petite histoire, les voix les plus aiguës, donc les chanteurs dits soprano ou soprano, ont toujours été les plus appréciés. C'est pour cela que au siècle des Lumières, 18e siècle notamment, on avait tendance à choisir les divas masculines pour leur capacité à monter dans les aigus, et pour leur permettre de monter dans les aigus, eh bien on les castrait, pour dire les choses clairement, et donc ces hommes castrés avaient la capacité de garder une voix pure et très aiguë, typique de l'enfance à cause de cette opération. C'est pour ça qu'on les appelait les castrats, justement à cause de ce traitement particulier de ces divas masculines. À partir de 1815, donc les sopranos tenaient le haut de l'affiche, et puis ensuite quand même on a laissé un peu de place aux ténors, donc aux voix masculines beaucoup plus basses, moins aiguës, mais ça a pris plus de temps, et vous voyez que c'est vers la fin du 19e siècle seulement que les voix graves masculines, c'est toujours les hommes qui sont en priorité dans cette histoire, fin du 19e siècle, les voix graves ont quand même eu leur place dans le panthéon des divas d'opéra. Et diva, vous voyez que je l'utilise à la fois dans le sens masculin et féminin. C'est un terme qui peut convenir aux hommes comme aux femmes. Voilà. Au début du XXe siècle, les vedettes d'opéra sont donc, vous l'avez compris, de véritables stars, de véritables célébrités. Et ce qui le prouve, c'est qu'elles elles sont sous contrat, elles font des publicités, elles font des disques et elles ont des rôles au cinéma. En revanche, c'est à partir des années 1930, que cet âge d'or des divas d'opéra a commencé à décliner. Et donc, à l'heure d'aujourd'hui, il y a moins d'engouement pour l'opéra qu'au début du XXe siècle, donc avant les années 30. Même si, à l'heure d'aujourd'hui, il y a encore des chanteurs d'opéra très connus. Je vous en cite quelques-uns et quelques-unes. Maria Callas, Placido Domingo, ou plus récemment Jonas Kaufmann, qui fait des millions d'admirateurs. Et donc je vous ai mis également un petit lien France Culture pour découvrir Jonas Kaufmann si vous le souhaitez. Alors, toujours dans ce thème de l'opéra, j'ai voulu un petit peu aller à fond sur cet exemple pour vous donner de la matière à réflexion. Alors, en termes de genre et de forme d'opéra, il y en a deux grandes. Ce qu'on appelle l'opéra seria et l'opéra buffa. Alors, je vais rentrer un petit peu plus dans le détail pour vous décrire ces deux genres et ces deux formes d'opéra. Mais préalablement à ça, je vais vous raconter un petit peu l'histoire du premier opéra connu. Or, c'est à Florence, en Italie toujours, au sein du Camerata Bardi. C'est un cercle d'humanistes, un cercle de lettreux, de musiciens et de lettreux, que on a eu pour la première fois l'idée de mettre en avant la beauté du théâtre grec antique avec donc une représentation chantée. Et donc c'est à partir de ce couplage entre le théâtre grec antique et le chant que le premier opéra est né. Et ce premier opéra, c'était en fait la tragédie d'Eurydice, dont la musique a été composée par un homme qui s'appelle Péri,
et le texte qui a été écrit par un autre auteur qui s'appelle Rinuccini. Et donc c'est grâce à ces deux artistes qu'est née la première tragédie d'Eurydice, qui était en fait le premier opéra mêlant théâtre grec antique et représentation chantée. Alors, dans ce drame théâtral, en fait, tous les rôles des personnages sont chantés et on a considéré que ce premier opéra avait donc pour destin un destin baroque. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est une œuvre totale et la catégorie baroque en musique représente l'idée d'absolu, l'idée de totalitarisme, l'idée qu'on a une œuvre complète, à la fois musicalement et à la fois artistiquement parlant, puisque on couple la musique à la danse, au chant, à la tragédie ou à la comédie. Et donc, ce premier opéra d'Eurydice a eu ce qu'on appelle un destin baroque parce que ça a donné lieu à l'opéra tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et donc ça a eu un destin extrêmement grandiloquent, extrêmement fabuleux, on va dire ça comme ça. Pour la petite histoire, je ne vous ai pas encore donné cette information, mais le mot opéra a une étymologie, une origine latine, et ça vient du pluriel de opus. Et opus en latin, ça signifie œuvre, donc vous comprenez que ce pluriel de opus couvre bien la variété de l'opéra, puisqu'il s'agit d'une musique couplée à de la danse, à du chant, et à du théâtre de manière à la fois soit tragique, soit comique. Et donc on a une variété de domaines artistiques dans l'opéra qui se retrouve dans son étymologie. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ces deux types d'opéra dont je vous parlais tout à l'heure, l'opéra seria et l'opéra buffa? Alors, dans opéra seria, vous entendez peut-être sérieux. En effet, l'opéra seria désigne œuvre sérieuse. Et l'opéra buffa, vous entendez peut-être dans buffa bouffon peut-être, donc c'est l'opéra un petit peu plus comique qui va pouvoir se libérer un peu des codes de l'opéra seria. Ces deux types d'opéra, opéra seria et opéra buffa, sont à l'origine de notre opéra-ballet français, qui est une catégorie typiquement française, qui a donc hérité de ces deux sous-catégories d'opéra, et notamment de l'opéra seria, à travers la notion de tragédie musicale qui a permis de mettre en musique un certain nombre de textes littéraires, comme je le disais tout à l'heure. On y reviendra un petit peu plus tard concernant l'opéra-ballet français. Pour l'heure, je vais vous développer un petit peu plus en détail l'opéra seria et l'opéra buffa. Alors, l'opéra seria, c'est l'équivalent de l'opéra sérieux. Pourquoi sérieux ? Parce qu'il est lyrique, il ne déclame pas et donc il chante vraiment avec de grandes envolées de voix, et c'est cela qu'on appelle le lyrisme. Cet opéra seria, donc comme il n'est pas déclamatoire, il dérive d'un style musical qui s'appelle le madrigal. Alors qu'est-ce que c'est que ce style musical et quelles sont donc les caractéristiques de l'opéra seria dit sérieux ? Quatre caractéristiques. Première caractéristique, cet opéra seria comporte un récit avec une déclamation syllabique du texte qui est censé faciliter la compréhension du texte qui est raconté et donc faciliter la compréhension de l'action des personnages. Déclamation syllabique, ça veut dire qu'en fait le chanteur déclame, donc parle de manière chantée, mais en découpant les syllabes pour qu'on comprenne le contenu du récit. Deuxième composante de l'opéra seria, ce qu'on appelle l'air. En fait, c'est une narration mélodique et strophique. Narration mélodique, c'est donc la mélodie qui
accompagne la narration, accompagne le récit, et cette mélodie, elle est décomposée en strophes, en morceaux, ce qui permet de mettre en valeur l'art du chant, tout en ralentissant un petit peu ce qu'on appelle la marge de l'action, donc faire ralentir finalement le déroulé du récit, de manière à faire durer un petit peu le plaisir. Et donc cette deuxième étape de ralentissement de l'action par la structure mélodique et strophique de l'opéra, c'est ce qu'on appelle l'air. Quatrième composante, le chœur, qui provient justement du madrigal, puisque le madrigal n'est pas déclamatoire. Ici, le chœur chante véritablement et ne se contente pas de déclamer les paroles. Donc il y a vraiment la musique au niveau du chœur. Et puis, quatrième partie, ce qu'on appelle la symphonia, qui est en fait un intermède purement instrumental. Un intermède, c'est un petit moment entre les scènes où nous avons des instruments qui comblent ce petit moment de trou entre les différentes scènes de l'opéra. Pour vous donner un exemple d'opéra seria, je vous cite le mythe d'Orphée, qui s'appelle donc l'Orfeo de Monteverdi, qui a été produit en 1607 et qui est le premier exemple connu d'opéra seria, dans l'idée que la musique va servir à définir à la fois les lieux, à la fois l'ambiance et à la fois accompagner les personnages. Et donc cet Orfeo est le premier exemple connu d'opéra seria dans l'histoire de l'opéra. Pour la petite information, nous avons le compositeur Christoph W. Gluck qui a été le premier à adapter l'Orfeo en 1762, et ce fut son dernier opéra, le 13e de ce compositeur, qui a cherché à renouveler du coup ce mythe d'Orphée pour le faire coller en fait aux envies de l'époque. Voilà pour ce petit exemple. Deuxième catégorie dont je vous parlais, l'opéra buffa ou l'opéra drôle. Alors, cet opéra a été créé volontairement pour s'opposer et se distinguer de l'opéra seria. Quelles sont ses caractéristiques ? En fait, l'opéra drôle, l'opéra buffa, comporte un intermède comique qui se situe entre les trois actes qui composent l'opéra seria. Et donc, vous voyez que l'intermède, donc la quatrième étape de l'opéra seria, la symphonia, est devenue quelque chose de comique chez les Napolitains, donc à Naples en Italie, et c'est ce qui a donné naissance à l'opéra buffa. Alors on peut citer comme opéra buffa très populaire la Serva Padrona, qui a été donc produite en 1733 et qui a permis de proposer au public pour la première fois ce type d'opéra avec un intermède comique pour meubler entre donc les trois actes de l'opéra seria. Pour créer les personnages de l'opéra buffa, on s'est inspiré de la commedia dell'arte et donc de la comédie italienne qui donc joue sur l'aspect comique de ces récits et qui utilise des procédés d'écriture beaucoup plus simples que dans l'opéra seria. En effet, la partie récitative est complètement allégé, le vocabulaire est aussi beaucoup simplifié et contrairement aux opéras seria, le chœur ne pratique plus des arias, c'est-à-dire des parties chantées très, très lyriques, très symphoniques, mais pratique des ariettes qui sont cette fois des déclamations beaucoup plus rapides et beaucoup plus parlées
que chanter. Donc vous voyez que dans l'opéra buffa, on perd un petit peu le côté chant et on le remplace par des moments de drôlerie, des moments comiques qui donc allègent l'opéra seria traditionnel. Par rapport à l'aria de l'opéra seria, il faut que je vous dise que c'était le moment dans lequel les chanteurs d'opéra, les fameuses vedettes, montraient la puissance de leur voix et pouvaient séduire le public. Donc ces arias sont complètement supprimées et remplacées par des ariettes dans l'opéra buffa. Voilà ce qui permet de réduire complètement l'exigence vocale à travers les opéras buffa. Les chanteurs n'ont plus besoin d'avoir ces capacités vocales qui étaient nécessaires dans l'opéra seria. Et l'avantage de l'opéra buffa, c'est que finalement, on ne rentre plus autant dans les profondeurs psychologiques de l'homme à travers les personnages, à travers les prouesses des chanteurs, etc. Et donc, on a de moins en moins besoin d'un orchestre et des ressorts expressifs de l'orchestre. On privilégie l'immédiateté et le côté ludique, le côté drôle de l'opéra pour l'alléger et le rendre de plus en plus populaire. Voilà pour cette slide numéro 17. Au niveau de la slide numéro 18, eh bien, je vous ai mis des petites informations concernant la pièce de Gluck, Orphée aux Enfers. Et donc, je vous ai mis le résumé du mythe d'Orphée et je vous ai précisé donc l'année de création de cette adaptation de la tragédie d'Eurydice et d'Orphée, avec donc une petite description de la langue, du nombre d'actes, etc. Voilà, donc ça c'est plus du complément et je vous laisserai découvrir cette slide 18 et la lire un petit peu pour les informations relatives à cette œuvre de Gluck et à découvrir aussi qui est ce compositeur. Voilà. Dernière slide. La 19, sur l'opéra, opéra et approche politique. Il y a eu deux moments fondateurs dans l'opéra. Au XVIIe siècle, on a l'opéra à la française qui se crée avec donc le compositeur Lully et le roi Louis XIV, donc 1638-1715. Pourquoi je vous parle de Louis XIV et de Lully ? Parce que finalement, ils ont beaucoup collaboré ensemble pour créer justement l'opéra à la française et ils ont vraiment révolutionné la musique française en développant des caractéristiques spécifiques de l'opéra politique, parce que sous Louis XIV, les arts avaient véritablement un rôle politique à jouer pour mettre en avant la grandeur du royaume de Louis XIV et la grandeur de Louis XIV lui-même. Et donc, vous le voyez à travers cet exemple, Louis XIV a bien compris que la musique était une façon de se faire valoir et donc était un outil politique à part entière. Alors, malheureusement, je voulais vous montrer les 30 premières minutes d'un documentaire sur 2 siècles de musique à Versailles. Malheureusement, j'ai dû le redonner à la bibliothèque. Donc, vous avez le titre. Si vous avez l'occasion de l'emprunter à la bibliothèque ou de le trouver, n'hésitez pas à consulter ce petit documentaire sur la musique à Versailles. C'était plutôt bien fait. Et donc ça aurait permis de renforcer cet argument selon lequel, à cette époque, la musique était un argument politique à part entière. Deuxième moment fondateur de l'approche politique de la musique, en 1945, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'opéra était voué à l'échec à ce moment-là. Néanmoins, on a rencontré un compositeur anglais de génie qui s'appelle Benjamin Britten et qui a révolutionné l'opéra avec 15 opéras à son actif
dont un opéra qui s'appelle Owen Wingrave. Et donc dans cet opéra, il raconte le destin d'Owen Wingrave et il montre le pouvoir populaire et politique de l'opéra en faisant passer son opéra Owen Wingrave pour la première fois à la télévision en 1970. Et donc on se rend compte que l'opéra devient de plus en plus populaire grâce à Britten et devient encore et toujours une arme politique. Je vous ai mis les 2 actes de cet opéra pour que vous puissiez donc regarder de quoi il s'agit et découvrir donc cet apport politique de Benjamin Britten grâce à son opéra télévisé. Au niveau de l'Europe, l'opéra consistait une façon pour la société de rejeter en fait la notion de divertissement pour montrer que finalement la musique avait un sens politique et intellectuel et donc l'évolution de l'opéra passant d'un opéra sérieux à un opéra un petit peu bouffon pour revenir avec Benjamin Britten, avec tous ces grands compositeurs depuis du coup Louis XIV, a un sens beaucoup plus profond et beaucoup plus intellectuel et beaucoup plus sérieux de la musique. Et donc pour développer ce point, je vous invite à regarder le TD numéro 8, Musique, pouvoir et contestation en politique. Voilà. Alors, j'en arrive à musique et danse. Alors, pour vous raconter un petit peu cette slide, je vais vous parler du ballet. Alors, à l'origine, vous l'avez compris, les premiers opéras, ils étaient là pour divertir les cours royales d'Europe et ils étaient là pour détendre finalement l'atmosphère. C'est à partir de ce moment-là que le ballet a trouvé sa forme classique au milieu du 19e siècle. Pourquoi ? Parce qu'on a voulu coupler le drame et la danse pour former une seule et même histoire. Donc vous voyez que le ballet s'est nourri aussi de l'évolution de l'opéra. Alors, plus concrètement, l'histoire du ballet a eu quand même un parcours difficile. Pourquoi ? Parce que la danse dans les salles de théâtre publiques, ça avait du succès, mais néanmoins, ça restait quand même quelque chose d'assez élitiste parce que ça mobilisait des airs d'opéra très très classiques et donc ça demandait pas mal de travail aux compositeurs pour le réorchestrer et le rendre un petit peu plus accessible au public. Ce qui a créé vraiment un basculement et un regain d'intérêt du ballet, du public plutôt pour le ballet, c'est lorsque la danse est devenue spectaculaire. Alors, les plus célèbres danseurs étaient toujours en majorité des hommes, c'est un petit peu la même chose que pour le cas de l'opéra. Et dans ces ballets, la musique restait secondaire et l'histoire quasi inexistante. Néanmoins, comme la danse devenait de plus en plus spectaculaire et les danseurs de plus en plus célèbres, ça attirait du monde. Voilà. Ensuite, le ballet est devenu ce qu'on appelle un ballet d'action ou ballet pantomime, notamment à Paris, vers 1700. Et finalement, à ce moment-là, le ballet prend son envol et se distingue vraiment, se différencie de l'opéra. Le ballet d'action, à ce moment-là, raconte une histoire par la musique, la danse et le mime. Et elle se sert des 3 domaines sans en oublier un, contrairement à précédemment, comme je vous disais, avant il y avait que la danse, maintenant la musique a repris sa place et donc elle vient accompagner la danse et le mime dans le ballet d'action. Et c'est ce qui a donné naissance au ballet romantique pour pouvoir exprimer toute la sensibilité de l'alliance du couple musique-danse.
Voilà, dans cette slide, je vous ai mis différents exemples de compositeurs français et de danseuses pour donc vous citer des noms de grands artistes ayant participé à des ballets. Dans l'évolution du ballet, au XXe siècle, on a le ballet classique qui nous donne deux nouvelles formes, le ballet moderne et le ballet jazz. Et donc on a l'émergence de ce qu'on appellera plus tard le ballet russe, qui est en fait l'union du ballet moderne et du ballet jazz, et qui représente véritablement une révolution chorégraphique. Et donc je vous ai donné l'exemple du Lac des Cygnes de Tchaïkovski avec le chorégraphe Marius Petipa. Je vais y arriver. Et donc le ballet russe est un petit peu l'héritier de ces deux nouvelles formes que sont le ballet moderne et le ballet jazz. Alors, concernant toujours l'évolution depuis l'opéra, en passant par la danse avec le ballet, on en arrive à la comédie musicale, qui est née quant à elle aux USA dans le courant du XXe siècle, et il s'agit d'un divertissement théâtral qui est caractérisé par une intégration cohérente entre le drame, la musique et la danse, qui évolue pour devenir cette fois véritablement un art populaire qui aura un succès durable. Et donc la comédie musicale se démocratise, on va dire, et démocratise finalement à la fois l'opéra et le ballet, en les réunissant en une seule et même œuvre accessible à tout le monde. Voilà donc pour cette présentation de la comédie musicale. Alors, en parallèle de la comédie musicale à livret, qui donc est un héritage direct de l'opéra, apparaît ce qu'on appelle la revue musicale, qui est en fait une suite de tableaux, c'est des scènes en fait, où divers styles et intrigues se succèdent avec des troupes de girls, des troupes de jeunes danseuses qui sont légèrement vêtues, des chanteurs et des comédiens. Et donc on a une série de revues qui se développent, et c'est ce qu'on appellera plus tard les folies. Pensez aux folies bergères. Eh bien, ce phénomène des folies se développe de 1907 à 1931. Alors, au niveau de l'âge d'or du théâtre musical, on peut citer la pièce Oklahoma, qui a été un point d'envoi de cet âge d'or, et notamment dans l'opéra West Side Story, avec le compositeur Bernstein, qui a favorisé des influences jazz. Et donc je vous ai donné des petits compléments d'information par rapport à cet univers de la comédie musicale aux USA à cette époque, parce qu'il y avait ce qu'on appelle le off-Broadway, ce qui était en dehors ou derrière le Broadway visible, et donc les fastes de la comédie musicale avec les paillettes, etc. Il y avait un certain nombre de petites salles en fait qui montaient des productions de comédie musicale avec des petits budgets, donc beaucoup moins grandioses, mais ça permettait à un certain nombre de compositeurs, de chanteurs, d'artistes de se révéler, et notamment on peut citer la version modernisée de l'opéra de Cassou en 1954 de Marc Blichstein, qui fut vraiment un grand succès, même si c'était vraiment fait dans des petites salles, et donc même si c'était dans les dessous de Broadway et pas forcément sous le feu des projecteurs. Dans les années 60, on a eu vraiment une diversification croissante des styles musicaux abordés par la comédie musicale, et finalement c'est au milieu des années 60 que l'âge d'or de la comédie musicale s'éteint petit à petit. Pourquoi ? Parce qu'elle fut remplacée par un son plus rock et pop qui donc a remplacé et a dominé la création. Et donc à ce moment-là, au tournant des années 60, la comédie musicale s'est éteinte petit à petit.
Voilà, et donc ça s'est éteint en petit à petit. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même des comédies pop-rock qui en ont émergé, et on peut citer donc un certain nombre de comédies musicales. R en 1967, et puis le fantôme de l'opéra, dont je vous ai mis un petit lien d'une violoncelliste actuelle, mais vous verrez, ça vous donnera un petit exemple de comédie pop-rock qui sont nées au tournant des années 60. À ce moment-là aussi, on a un nouveau mouvement qui s'appelle les jukebox musicaux qui sont nés, et donc c'est ce qu'on peut décrire comme étant à l'opposé de la comédie musicale écrite. Et donc l'idée, c'est vraiment de développer des intrigues avec des chansons populaires tirées d'un catalogue de chansons qui existe déjà et qui sont très populaires aux États-Unis, notamment au travers de la pop. Ce mouvement de jukebox musicaux a été repris dans le film Mamma Mia en 1999, qui était basé sur les chansons du groupe ABBA, ou encore la comédie musicale We Will Rock You en 2002, qui donc reprend les chansons du groupe Queen. Et donc vous voyez que ces jukebox musicaux ont pris le relais à partir des années 60, se sont petit à petit éteints, et puis ont ressurgi au XXe siècle, au tournant des années 90. Voilà, ce qui nous amène à une transition avec donc le cinéma. Et donc je vous ai mis plusieurs exemples de comédies musicales au cinéma pour vous montrer que finalement cette comédie musicale, on a tendance à dire qu'au tournant des années 60, elle a perdu pied, mais finalement elle a eu de nombreux rebondissements, même s'il y a eu un moment à vide entre les années 60 et les années 90. Voilà. Alors, musique et cinéma, on peut parler de la musique de film. Et pour vous raconter cette histoire-là, il faut que je vous dise que la musique de film, au début, elle était considérée comme une basse besogne, et c'était considéré comme le travail des mauvais compositeurs. Et puis petit à petit, la musique des bandes-sons de films a changé de statut, et on a modifié complètement le regard qu'on portait dessus, et petit à petit, l'industrie du cinéma a compris l'intérêt d'un accompagnement musical pour améliorer l'audience de ces films. Avant 1920 et avant le passage du muet au film parlant, c'était donc de la musique jouée en direct par du piano ou de l'orgue qui donnait l'atmosphère. D'accord ? Les films étaient accompagnés par une bande-son qui était enregistrée en direct, et donc vous aviez l'instrument piano ou orgue qui jouait cette musique en direct. Néanmoins, cette technique posait de nombreux problèmes, et vous vous en doutez, il a fallu beaucoup de temps pour maîtriser donc la musique qui est extérieure à la narration, qui s'appelle la musique d'ambiance, et dans le jargon technique, on parle de musique non diégétique, c'est-à-dire qu'elle ne suit pas le récit de l'intrigue et vient compléter en fait les blancs entre les scènes. C'est à partir de 1930 que donc le film va avoir une partie musicale intégrée à l'œuvre cinématographique, et donc on parle de partition symphonique à ce moment-là, et donc les procédures de travail sont de mieux en mieux contrôlées et sont confiées à la charge du producteur. Ce qui nous amène à la question des méthodes et des techniques pour assurer la composition musicale et l'assemblage avec les images filmées. Et il vous faut savoir que ce sont surtout des Européens, des compositeurs européens, qui ont contribué à améliorer la musique de cinéma, et qui ont donc eu leur place à Hollywood au tournant des années 30, surtout de 1930 à 1940. Et ce sont eux qui ont permis de définir une liste de points de repère
discuter entre le compositeur et le réalisateur pour caler la musique au moment du découpage du film. Alors ces points de repère, ce sont des clics sonores par exemple, des signaux visuels comme des rayures ou des flashs à l'image qui permettent en fait au compositeur de caler sa musique sur les images et au réalisateur lors du montage d'ajuster ces moments musicaux au bon endroit du film. Alors, le premier à comprendre l'intérêt de cette composition musicale et de la technique par rapport à la musique de film, c'est Wagner qui, lui, a utilisé la technique du leitmotiv musical. En fait, il a utilisé des moments musicaux, des lignes mélodiques, des petits morceaux de musique qui revenaient plusieurs fois dans le film pour marquer soit des actions rythmées comme des galops de chevaux, des sons dissonants lorsqu'on est dans des scènes de tension, de danger, etc. Ou associés aussi à certains personnages. Et donc à chaque fois qu'on voyait à l'écran tel ou tel personnage, on avait ce petit leitmotiv musical, ce petit thème musical qui était associé à tel ou tel personnage, ce qui permettait à la fois de structurer le film et de gagner du temps au moment de l'enregistrement des bandes son. Pour aller un petit peu plus loin, je vous ai mis le concert du Châtelet en 2010 donné par Vladimir Cosma, qui est un compositeur exceptionnel en matière de musique de film. Voilà, donc je vous invite à aller voir ce petit lien. Et je vous parle d'un article du blog, mais pour l'instant je ne l'ai pas encore fait, donc si j'ai le temps je vous le ferai, et sinon contentez-vous s'il vous plaît du petit lien que je vous ai mis sur la slide 23. Merci. Alors, je passe à la slide sur musique et médias numériques. Alors dans cette slide, vous voyez, il y a beaucoup de choses. Ce que je voulais vous montrer surtout, c'est que les médias numériques rentrent dans la catégorie du spectacle vivant, ce qu'on appelle aussi les performing arts. Et donc ces recherches autour des performing arts restent quelque chose de très à la mode dans les industries de la culture et de la communication et dans les études médiatiques. Pourquoi ? Parce qu'en fait, donc la musique live a vraiment un rôle à jouer au niveau médiatique et au niveau du passage de messages dans la population. Pourquoi ? Parce que ces moyens de communication que sont les plateformes de streaming, etc., permettent cet art de la performance et permettent à un plus grand nombre d'artistes de faire de la musique en live et de vous faire partager cette musique via ces plateformes de streaming. Et donc vous voyez que l'art du spectacle, l'art vivant, s'est emparé véritablement des capacités des médias numériques à travers ces différentes plateformes pour développer ce nouveau business. Ceci a engendré de profondes mutations dans la manière dont on enregistre les musiques et puis dans la manière dont on la consomme et dans la manière dont on pratique la musique, forcément, puisque ces infrastructures appartiennent aux infrastructures numériques. Ça questionne aussi les évolutions autour du spectacle vivant et quelles sont du coup les nouvelles pratiques de ces artistes pour continuer à produire du live à l'ère du numérique. Pour répondre à cette problématique, il faut vraiment rappeler une chose, c'est que il y a une crise du disque qui a commencé dans les années 2000 et donc cette évolution numérique a finalement contribué à un virage effectué par les industries musicales et ce virage a été de dématérialiser la musique pour la rendre plus facilement accessible, la démocratiser, la rendre potentiellement moins chère et permettre une plus grande circulation et une plus grande liberté du point de vue des artistes.
Voilà, donc pour ce petit point sur la révolution qu'a subi la musique, qui est partie donc du disque et qui a profité finalement de la révolution numérique. Et je vous ai mis un certain nombre d'exemples de plateformes et d'applications pour exemplifier ce tournant du numérique et notamment la plateforme TikTok. Avec du coup donc une petite présentation YouTube aussi sur TikTok. Oups, pardon. Donc je vais m'arrêter là pour l'instant parce que du coup je passe ensuite à la musique et aux sciences. Et donc je vais vous le faire par morceaux parce que je pense que ça fait 1h30. Donc on va se faire une petite pause si vous êtes d'accord et puis je reprendrai un petit peu plus tard. Voilà pour cette première partie de cours. Je vous remercie et je reste à votre disposition si vous avez des questions. Voilà, à tout à l'heure.